Quand je fus dans l'atelier, je me sentis parfaitement heureux, car par toutes les études qui étaient autour de moi, je sentais la possibilité de m'élever à une connaissance poétique, féconde en joie, de maintes formes que je n'avais pas isolées jusque-là du spectacle total de la réalité. Et l'atelier d'Elstir m'apparut comme le laboratoire d'une sorte de nouvelle création du monde. Au moment où j'entrais, le créateur était en train d'achever avec le pinceau qu'il tenait dans sa main la forme du soleil à son coucher. Les stores étaient clos de presque tous les côtés. L'atelier était assez frais, et sauf à un endroit où le grand jour apposait au mur sa décoration éclatante et passagère, obscure. Seule était ouverte une petite fenêtre rectangulaire encadrée de chèvrefeuilles, qui après une bande de jardin donnait sur une avenue, de sorte que l'atmosphère de la plus grande partie de l'atelier était sombre, transparente et compacte dans la masse, mais humide et brillante aux cassures où la sertissait la lumière. Tandis qu'Elstir, sur ma prière, continuait à peindre, je circulais dans ce clair-obscur, m'arrêtant devant un tableau, puis devant un autre. Le plus grand nombre de ceux qui m'entouraient n'était pas ce que j'aurais le plus aimé avoir de lui, les peintures appartenant à ses premières et deuxièmes manières, comme disait une revue d'art anglaise qui traînait sur la table du salon du Grand Hôtel. La manière mythologique et celle où il avait subi l'influence du Japon, toutes deux admirablement représentées, disait-on, dans la collection de Madame de Guermantes. Naturellement, ce qu'il avait dans son atelier, ce n'était guère que des marines prises ici, à Balbec. Mais j'y pouvais discerner que le charme de chacune consistait en une sorte de métamorphose des choses représentées, analogue à celle qu'en poésie on nomme métaphore, et que si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c'est en leur ôtant leur nom ou en leur en donnant un autre qu'Elstir les recréait. Les noms qui désignent les choses répondent toujours à une notion de l'intelligence étrangère à nos impressions véritables et qui nous force à éliminer d'elles tout ce qui ne se rapporte pas à cette notion. Mais les rares moments où l'on voit la nature telle qu'elle est, poétiquement, c'est de cela qu'était faite l'œuvre d'Elstir. Une de ces métaphores les plus fréquentes dans les marines qu'il avait près de lui en ce moment était justement celle qui, comparant la terre à la mer, supprimait entre elles toute démarcation. C'était cette comparaison tacitement et inlassablement répétée dans une même toile qui y introduisait cette multiforme et puissante unité, cause de l'enthousiasme qu'excitait chez certains amateurs la peinture d'Elstir. C'est par exemple à une métaphore de ce genre, dans un tableau représentant le port de Carquetuit, tableau qu'il avait terminé depuis peu de jours et que je regardais longuement, qu'Elstir avait préparé l'esprit du spectateur en n'employant pour la petite ville que des termes marins et que des termes urbains pour la mer, soit que les maisons cachassent une partie du port, un bassin de calfatage ou peut-être la mer même s'enfonçant en golfe dans les terres, de l'autre côté de la pointe avancée où était construite la ville, les toits étaient dépassés par des mâts, lesquels avaient l'air de faire des vaisseaux auxquels ils appartenaient quelque chose de citadin, de construit sur terre, impression qu'augmentaient d'autres bateaux demeurés le long de la jetée, mais en rang si pressés que les hommes y causaient d'un bâtiment à l'autre sans qu'on pût distinguer leur séparation et l'interstice de l'eau. Et ainsi cette flottille de pêche avait moins l'air d'appartenir à la mer que, par exemple, les églises de Crickbeck, qui au loin, entourées d'eau de tous côtés parce qu'on les voyait sans la ville, dans un poudroiement de soleil et de vagues, semblaient sortir des eaux, soufflées en albâtre ou en écume, et enfermées dans la ceinture d'un arc-en-ciel versicolore, formaient un tableau irréel et mystique. Dans le premier plan de la plage, le peintre avait su habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontières fixes, de démarcation absolue entre la terre et l'océan. Des hommes qui poussaient des bateaux à la mer couraient aussi bien dans les flots que sur le sable, lequel mouillé réfléchissait déjà les coques comme s'il avait été de l'eau. La mer elle-même ne montait pas régulièrement, mais suivait les accidents de la grève que la perspective déchiquetait encore davantage, si bien qu'un navire en pleine mer, à demi caché par les ouvrages avancés de l'arsenal, semblait voguer au milieu de la ville.
Des femmes qui ramassaient des crevettes dans les rochers avaient l'air, parce qu'elles étaient entourées d'eau et à cause de la dépression qui après la barrière circulaire des roches abaissait la plage au niveau de la mer, d'être dans une grotte marine surplombée de barques et de vagues, ouverte et protégée au milieu des flots écartés miraculeusement. Si tout le tableau donnait cette impression des ports où la mer entre dans la terre, où la terre est déjà marine et la population amphibie, la force de l'élément marin éclatait partout. Et près des rochers, à l'entrée de la jetée où la mer était agitée, on sentait aux efforts des matelots et à l'obliquité des barques couchées en angle aigu devant la calme verticalité de l'entrepôt, de l'église, des maisons de la ville, où les uns rentraient, d'où les autres partaient pour la pêche, qu'ils trottaient rudement sur l'eau comme sur un animal fougueux et rapide, dont les soubresauts, sans leur adresse, les eût jetés à terre. Une bande de promeneurs sortait gaiement en une barque secouée comme une carriole. Un matelot joyeux mais attentif aussi la gouvernait comme avec des guides, menait la voile fougueuse. Chacun se tenait bien à sa place pour ne pas faire trop de poids d'un côté et ne pas verser. C'était une belle matinée malgré l'orage qu'il avait fait, et même on sentait encore les puissantes actions qu'avait à neutraliser le bel équilibre des barques immobiles, dans les parties où la mer était si calme, que les reflets avaient presque plus de solidité et de réalité que les coques vaporisées par un effet de soleil, et que la perspective faisait s'enjamber les unes les autres. Ou plutôt, on n'aurait pas dit d'autres parties de la mer, car entre ces parties, il y avait autant de différence qu'entre l'une d'elles et l'église sortant des eaux et les bateaux derrière la ville. L'intelligence faisait ensuite un même élément de ce qui était ici noir dans un effet d'orage, plus loin tout d'une couleur avec le ciel et aussi verni que lui, et là si blanc de soleil, de brume et d'écume, si compact, si terrien, si circonvenu de maisons, qu'on pensait à quelque chaussée de pierre ou un champ de neige, sur lequel on était effrayé de voir un navire s'élever en pente raide et à sec comme une voiture qui s'ébroue en sortant d'un gué, mais qu'au bout d'un moment, en y voyant sur l'étendue haute et inégale du plateau solide des bateaux titubants, on comprenait, identique en tous ses aspects divers, être encore la mer. Bien qu'on dise avec raison qu'il n'y a pas de progrès, pas de découverte en art, mais seulement dans les sciences, et que chaque artiste recommençant pour son compte un effort individuel ne peut y être aidé ni entravé par les efforts de tout autre, il faut pourtant reconnaître que dans la mesure où l'art met en lumière certaines lois, une fois qu'une industrie les a vulgarisées, l'art antérieur perd rétrospectivement un peu de son originalité. Depuis les débuts d'Elstir, nous avons connu ce qu'on appelle d'admirables photographies de paysages et de villes. Si on cherche à préciser ce que les amateurs désignent dans ce cas par cette épithète, on verra qu'elle s'applique d'ordinaire à quelque image singulière d'une chose connue, image différente de celle que nous avons l'habitude de voir, singulière et pourtant vraie, et qui à cause de cela est pour nous doublement saisissante parce qu'elle nous étonne, nous fait sortir de nos habitudes et tout à la fois nous fait rentrer en nous-mêmes en nous rappelant une impression. Par exemple, telle de ces photographies magnifiques illustrera une loi de la perspective, nous montrera telle cathédrale que nous avons l'habitude de voir au milieu de la ville, prise au contraire d'un point choisi, d'où elle aura l'air 30 fois plus haute que les maisons et faisant éperon au bord du fleuve, d'où elle est en réalité distante. Or, l'effort d'Elstir de ne pas exposer les choses telles qu'il savait qu'elles étaient, mais selon ces illusions optiques dont notre vision première est faite, l'avait précisément amené à mettre en lumière certaines de ces lois de perspective, plus frappantes alors, car l'art était le premier à les dévoiler. Un fleuve à cause du tournant de son cours, un golfe à cause du rapprochement apparent des falaises, avait l'air de creuser au milieu de la plaine ou des montagnes un lac absolument fermé de toutes parts. Dans un tableau pris de Balbec par une torride journée d'été, un rentrant de la mer semblait, enfermé dans des murailles de granit rose, n'être pas la mer, laquelle commençait plus loin. La continuité de l'océan n'était suggérée que par des mouettes
qui, tournoyant sur ce qui semblait au spectateur de la pierre, humait au contraire l'humidité du flot. D'autres lois se dégageaient de cette même toile, comme au pied des immenses falaises, la grâce lilliputienne des voiles blanches sur le miroir bleu où elles semblaient des papillons endormis, et certains contrastes entre la profondeur des ombres et la pâleur de la lumière. Ces jeux des ombres que la photographie a banalisés aussi avaient intéressé Elstir au point qu'il s'était complu autrefois à peindre de véritables mirages, où un château coiffé d'une tour apparaissait comme un château circulaire complètement prolongé d'une tour à son faîte et en bas d'une tour inverse, soit que la pureté extraordinaire d'un beau temps donnât à l'ombre qui se reflétait dans l'eau la dureté et l'éclat de la pierre, soit que les brumes du matin rendissent la pierre aussi vaporeuse que l'ombre. De même, au-delà de la mer, derrière une rangée de bois, une autre mer commençait, rosée par le coucher du soleil, et qui était le ciel. La lumière, inventant comme de nouveaux solides, poussait la coque du bateau qu'elle frappait en retrait de celle qui était dans l'ombre et disposait comme les degrés d'un escalier de cristal la surface matériellement plane mais brisée par l'éclairage de la mer au matin. L'effort qu'Elstir faisait pour se dépouiller en présence de la réalité de toutes les notions de son intelligence était d'autant plus admirable que cet homme qui avant de peindre se faisait ignorant, oubliait tout par probité, avait justement une intelligence exceptionnellement cultivée. Comme je lui avouai la déception que j'avais eue devant l'église de Balbec, « Comment, me dit-il, vous avez été déçu par ce porche ? Mais c'est la plus belle Bible historiée que le peuple ait jamais pu lire. Cette Vierge et tous les bas-reliefs qui racontent sa vie, c'est l'expression la plus tendre, la plus inspirée de ce long poème d'adoration et de louange que le Moyen-Âge déroulera à la gloire de la Madone. Si vous saviez, à côté de l'exactitude la plus minutieuse à traduire le texte saint, quelle trouvaille de délicatesse a eu le vieux sculpteur, que de profondes pensées, quelle délicieuse poésie.